Bien, bonjour à tous, je vous propose qu'on démarre. Bienvenue pour ce nouvel Alter Mardi Parlons Solutions. Ça fait combien, William, d'Alter Mardi? 96? 96e, voilà. Bientôt la 100e, on y travaille. Un petit mot avant de passer la parole à nos intervenants sur les Alter Mardi Parlons Solutions. Tous les mardis, hein, comme son nom l'indique. On se réunit, plusieurs dizaines de personnes, 100, 200 personnes, ici ou de plus en plus aussi dans d'autres lieux, des mairies d'arrondissement, des écoles, Sciences Po, le SCP, pour justement parler d'entrepreneuriat social et essayer, entre initiés, mais aussi avec des personnes qui connaissent peut-être de plus loin ce qu'est l'entrepreneuriat social, d'échanger sur les propositions, sur les initiatives portées par ce secteur. Un petit mot sur les organisateurs. Donc, moi je m'appelle Nicolas Froissart, je travaille pour le groupe SOS qui est un des co-organisateurs des Alter Mardi Parlons Solutions. Le groupe SOS est une entreprise sociale de près de 10 000 salariés aujourd'hui qui concilie innovation sociale et efficacité économique. Ça nous semble important de concilier les deux pour porter un projet qui a vocation à être aussi un modèle. Et nous proposons des services de qualité, y compris aux personnes les plus précaires et les plus vulnérables, dans des domaines comme la santé, l'éducation, le logement notamment. On est ravis d'ailleurs d'accueillir deux de nos partenaires importants. Je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises, puisqu'il y en a quand même notre banque qui est représentée ici. Merci Jean-Louis d'être là, puisque le Crédit Coopératif en plus est un partenaire important du groupe SOS, mais aussi, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, des Alter Mardi. Un petit mot aussi sur Ashoka, qui est l'autre co-organisateur, qui est un réseau international qui soutient des entrepreneurs sociaux, afin de les aider à démultiplier leur impact social. Et vous le voyez sur l'écran, 37 entrepreneurs sociaux sont soutenus par Ashoka depuis 2006 en France, en Belgique et en Suisse. Et à l'international, ce sont 3000 entrepreneurs sociaux qui inventent de nouveaux dispositifs qui ont la particularité d'avoir un impact social important. Je vais passer la parole à Denis Dementon, qui travaille pour France Active, mais je vais le laisser se présenter tout seul. Il va aussi vous présenter nos intervenants. Juste vous dire que le journal Macadam est partenaire aussi des Alter Mardi, ils étaient présents à l'entrée, mais ils nous ont demandé de vous dire qu'ils seront également à la sortie de cette conférence. Voilà, on vous remercie d'être ici. On vous dira peut-être un petit mot à la fin de la conférence sur le programme à venir des Alter Mardi Parlons Solutions. En tout cas, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir pour ce thème qui est important et un peu provocateur. La question étant, quelle est la question? Comment on l'a formulée? La banque éthique antinomique, point d'interrogation. Bon débat. Voilà, donc bonsoir à tous, je suis Denis Dementon, je travaille pour un réseau qui s'appelle France Active, qui est un des réseaux de la finance solidaire en France, parmi les pionniers créés dans les années 80. On finance par différents moyens, je ne vais pas rentrer dans les détails, un ensemble d'initiatives, notamment des chômeurs qui veulent créer leur entreprise, généralement des très petites entreprises, ou des entreprises sociales telles qu'SOS, parfois de taille plus modeste. On finance aussi le groupe SOS quand des dossiers se présentent. On travaille depuis l'origine avec les banques, c'est-à-dire qu'on a toujours pensé qu'il y avait sans doute un certain nombre d'outils financiers à monter pour permettre de servir des projets qui avaient du mal à trouver leur financement bancaire. Pour autant, on a toujours cherché, avec nos partenaires d'origine, à travailler avec les banques. Donc c'est un sujet, l'investissement social des banques, la possibilité pour les banques de travailler dans une perspective d'utilité sociale sur lequel on a un avis qu'on connaît bien,
mais pour autant, ce n'est pas mon avis qui va compter aujourd'hui, puisqu'on a, pour travailler sur ce sujet, deux invités. Alors, sur la question des banques, on imagine bien que depuis 2007-2008, avec ce qu'on a appelé la crise financière, les oreilles des banquiers chauffent assez souvent, sifflent assez souvent, hein, puisque un certain nombre de pratiques ont été pointées. On rend responsable d'une bonne partie de la crise des pratiques bancaires. Ce qui nous semble important aujourd'hui, avec un petit peu de recul, c'est de montrer, d'interroger des partenaires, et je vais les présenter tout de suite, sur la possibilité, les possibilités qui sont données aux banques d'intervenir dans une perspective d'utilité sociale, quelles en sont les limites, quelles sont les pratiques, quels sont les exemples qui permettent d'illustrer cet investissement des banques. Et puis, avec Kent Hudson, on pourra faire un petit détour par l'expérience américaine, et notamment ce qu'on appelle là-bas le Community Reinvestment Act, qui est une loi qui n'est pas toute neuve maintenant, et qui offre un cadre un petit peu décalé par rapport à ce qu'on connaît en France, un cadre dans lequel les rapports entre la communauté bancaire et la société civile peuvent se développer de manière intéressante. Donc je parlais des banquiers, je ne sais pas si on a beaucoup de banquiers dans la salle, ce dont on est sûr c'est qu'on en a un à la tribune, c'est Jean-Louis Bancel, qui est président du Crédit Coopératif, qui est sans doute pas là tout à fait par hasard et il nous le dira. Et puis donc Kent Hudson, qui est sans doute l'américain de service, mais en tout cas le meilleur spécialiste qu'on ait sous la main du Community Reinvestment Act et qui nous en dira deux mots. Cosmique, voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est justement de commencer par Kent avant de redonner la parole à Jean-Louis Bancel pour un petit détour un peu décalé sur le Community Reinvestment Act, nous expliquer de quoi il s'agit précisément. Et puis, on reviendra ensuite sur la manière de transposer, si cela était possible, ce type de dispositif en France. Donc, Kent, je te laisse une bonne dizaine de minutes, un petit quart d'heure peut-être. Tu m'aurais fait arrêter de parler quand c'est nécessaire. Je vous parlerai brièvement de deux lois américaines qui ont été passées, actées dans la loi en 1960. Je pense que ça marche. En 1975 pour le premier et 1976 pour le second. On est dans la période dans laquelle les villes, il y avait des cendres encore brûlantes des grandes émeutes à travers les villes américaines. Le Congrès américain était de justesse tenu par les démocrates, un peu comme il était suite aux élections d'Obama. Et il était possible de passer une législation progressiste. Les lois dont je vais parler sont le résultat d'une jeune femme à Chicago qui s'est rendue compte dans une organisation de quartier que l'on peut imaginer facilement en France de nos jours, existant à cette époque, où elle s'est rendue compte qu'elle ne connaissait personne qui avait réussi à obtenir un crédit bancaire. La raison était que les banques américaines avaient décidé de ne pas prêter, on appelle ça redlining, parce que les directeurs des banques traçaient une ligne rouge autour des quartiers pauvres, qui étaient par hasard également les quartiers de Noirs et d'immigrés, essentiellement latinos, dans l'Amérique de l'époque. Il était plus facile. C'est pas que le patron de la banque était particulièrement raciste, c'est pas l'histoire. Pas plus, je suppose que le sont les patrons des compagnies aériennes qui mettent comme stewardess uniquement les jeunes femmes belles. Il était simplement plus facile d'éviter un pan de risque que d'apprendre à le maîtriser. La tendance d'exclusion était systémique, c'est-à-dire l'automatisation de la banque était alors en route. Le fait que l'on ne savait pas très bien prévoir le risque de ces quartiers-là parce qu'il nous manquait de l'information faisait que les banques gagnaient de l'argent qui ne servait pas, plus qu'ils ne gagnaient que s'ils servaient. Et les banquiers entre eux qui croient à la concurrence ont été absolument certains. Ils sortaient tous du même club, donc ils pouvaient se la raconter entre eux, que si l'un d'eux n'avait pas découvert comment gagner de l'argent dans les quartiers défavorisés, il était donc impossible. Tautologie parfaite. Voilà la situation lors du passage de la loi. Or, les villes brûlaient, les gens étaient en désespoir et il manque un peu d'argent public pour remédier à tout ça. On a eu l'idée que si les banques faisaient normalement leur travail, c'est-à-dire s'ils faisaient des bons prêts,
s'ils prenaient le temps de les chercher individuellement, les uns après les autres, qui créera de l'opportunité pour les résidents et que ça pouvait faire du bien. En tout cas, on voyait mal comment ça pouvait faire du mal. Les lois ont été passées à la surprise des banques et le premier était une loi sur la transparence. Je vous fais vous entraîner en matière de langue anglaise. La loi s'appelait The Home Mortgage Data Act. Donc, comme souvent aux États-Unis, on commence avec les chiffres. Donc, on voulait savoir pour tout prêteur, et là, pas uniquement les banques, puisqu'il y a d'autres que les banques qui prêtent dans l'immobilier, pour tout prêteur, il fallait qu'il rende compte, d'une manière géospatiale, c'est-à-dire sur la carte, de où et de combien et à quel prix il avait émis un prêt immobilier. Cette information est le raison essentiel pour lequel les économistes américains publient les articles pleins de chiffres que l'on ne peut pas obtenir encore en Europe. Il en est résulté, depuis 35 ans, une énorme information sur qui achète quoi dans les quartiers et dans tout le pays, du fait de la disponibilité publique des informations de base concernant l'action des banques. Premier point, mais il était insuffisant. La seconde loi, le CRA, dès lors que les législateurs comprenaient les énormes trous de service, ça se voyait sur le cas, je peux vous le montrer encore, c'est sur mon ordinateur que je ne l'ai pas avec moi, mais enfin, on voit les trous dans lesquels il n'y a pas de prêt. Je vous épargne dans un marché immobilier aussi fluide que celle des États-Unis, ça voulait dire que les prix des maisons chutaient massivement. Dans certaines villes, on voyait une différence entre 5 et 1 pour les maisons d'égale construction, égale qualité, du fait exclusivement d'une pénurie artificielle de crédit dans ces quartiers-là. Nous ne pouvons pas acheter et en conséquence, le vendeur ne pouvait pas vendre. En conséquence, disparition de prix. Ça ne se fait pas. Le marché français immobilier n'est pas du même étoffe, donc ça ne marche pas comme ça. Seconde loi, vu le défaillance, que l'on pouvait enfin chiffrer le fait que les banques étaient inactives dans ces quartiers-là, était de passer une loi qui obligeait aux banques, non pas qu'ils répondent aux quotas, non pas qu'ils prêtent pour perdre de l'argent, mais au contraire, qu'ils fassent tout effort pour prêter de bonne qualité, de manière prudente, dans ces quartiers, et que le résultat, en termes pas seulement de nombre de prêts donnés, mais les prêts étaient suivis et le taux de défaillance, le taux d'intérêt, etc., allait être suivi périodiquement pour que les banques ne soient dans une situation d'inégalité de traitement territorial, territoire par territoire, par territoire, par territoire. On pouvait comparer chaque banque et comparer sur 2 classes de crédit, qui sont crédit immobilier pour le premier et le second, crédit au TPE, au PME aussi. 30 ans après, qu'est-ce qu'on a? On a des engagements bancaires de plus de 5 000 milliards d'euros dans ces quartiers-là. C'est-à-dire que les zones que le législateur à l'époque avait indiquées comme des zones de petites possibilités de croissance économique. Ce sont des zones plus importantes que les zones de la politique de la ville. Ne raisonnez pas dans ces termes-là. On est en train de raisonner bassin économique et assez important de quartier. Dizaines de milliers de personnes. À Chicago, les zones ciblées correspondent à 25% de la superficie de la ville, par exemple. Ça donne une idée de ce qu'on entend par ça. Les banques choisissaient les zones dans lesquelles l'effet démontrait qu'elles ne savaient pas prêter. Elles acceptaient une obligation de prêter de manière égale, raisonnable, et elles étaient disculpées de discrimination, et on entend discrimination territoriale. La loi ne dit rien sur l'ethnicité des candidats, ni d'ailleurs des femmes ou des hommes, etc. Uniquement territorial. Les banques pouvaient ne pas prêter s'ils ne savaient pas prêter. Or, en même temps, si elles ne savaient pas prêter, elles étaient coupables, sous la loi, de ne pas avoir essayé. Il fallait donc que les banques montrent les statistiques de marketing. Est-ce qu'ils avaient essayé? Qu'ils devaient, enfin, au risque d'être trouvés en situation illégale vis-à-vis de cette loi, les banques devaient démontrer qu'ils avaient essayé et que par le résultat de leur prêt, qui était mauvaise, ils ne pouvaient pas faire des prêts raisonnables. L'effort d'analyser année après année les scores des banques, d'être un œil au beurre noir dans la presse,
la presse parlait de telle banque refusée de prêter. Enfin, il y avait des pénalités juridiques qui ont été imposées dans certaines banques, très peu, mais c'était possible. Le résultat, 30 ans après, c'est que à la fois bien et mal. Ce qui est bien, c'est que depuis une dizaine d'années, y compris l'année dernière, plus de 50 et juste en dessous de 60 milliards de nouveaux prêts vont dans ces quartiers et à 60% aux petites entreprises, en dessous d'une... Bon, je ne vais pas vous donner les chiffres parce que ce serait incorrect. Mais très largement aux petites entreprises et très souvent dont les propriétaires sont des résidents des quartiers, ce qui vous donne une idée souvent de leur couleur et de leur ethnicité. Aussi, beaucoup de femmes ont bénéficié. Les banques sont sous obligation de chercher, de contrer le tendance normale d'exclusion produite par le système, le back-office, la simplification des procédures, et de corriger leur système de scoring en vue des résultats obtenus, pas seulement par elles-mêmes, mais aussi par leurs concurrents. Certaines directions bancaires très intelligentes ont compris que si elles s'alliaient avec les organisations de quartier, les ONG, les banques sociales comme NEF, ici présentes ou comme d'autres, ils pourraient prêter de l'argent à ces institutions et prendre comme crédit en respect de la loi les prêts qui ont été faits par les autres, ou faire un dépôt dans ces banques, ou différentes sortes de manières. En conséquence, chaque année, plus de 50 milliards d'euros de crédits prime. On n'est pas du tout dans la demande du subprime. Tous les crédits, à 96%, sont des crédits de bonne qualité. Et pour vous donner un chiffre utilisé par le Small Business Administration américain, un prêt de 20 000 euros, le moyen de ces prêts aux petites entreprises aux États-Unis, 36 000. Un prêt de 20 000 euros sur 2 ans, selon les statistiques tenues par les SBA américains, produit 2 emplois. Ça veut dire que le coût d'un emploi, c'est le taux d'intérêt au tarif normal sur 10 000 $ par an. Voilà le coût de la production d'un emploi selon les statistiques du SBA résultant du travail du CRA. On est face à une énorme machine qui contraint les banques de rechercher les opportunités, les encourage très vigoureusement de chercher des partenariats avec les acteurs sociaux, et c'est le merveille de la loi, a tendance à les garder honnêtes parce que les données de la production sont rendues publiques. Vous pouvez les voir, vous aussi, à l'Internet demain. Vous devez aller seulement à la site FFIEC, chercher par banque, et vous allez trouver combien Bank of America prête dans quel quartier, etc., etc. Tout est public. Cette transparence d'information crée une nouvelle relation entre la banque et ses partenaires ONG. Une relation de contrôle réciproque, basée sur de la factualité. J'ai dit qu'il y avait des mauvaises nouvelles sur le CRA, je vais les dire maintenant. La mauvaise nouvelle, c'est que lorsque les banques ont appris à améliorer le système de scoring, à investir, à apprendre à gagner de l'argent avec les prêts à 3, 5, 7% taux d'intérêt selon le produit et selon l'année, d'autres ont eu la même idée, mais sans le contrôle de transparence imposé sur les banques réglementées. On a assisté aux États-Unis aux causes de ce qu'on appelle l'arbitrage réglementaire, un shift, et c'est notamment dans la production du crédit immobilier, des banques qui ont été réglementées, non pas seulement par le CRA, mais par d'autres régulations aussi, bancaires, tout court bancaire. Parce que j'ai oublié de dire que le coût de la régulation bancaire est très, très minimum pour les banques, dès lors qu'elles savent collecter les statistiques de bonne qualité. C'est le principal coût, c'est la génération de statistiques. L'analyse est faite par un tas de gens. Ce qui se passe dans le contexte américain, c'est que à l'époque, 20% seulement de l'industrie financière était non réglementée en tant que banque. Donc, parce qu'elle n'était pas une banque de collecte de dépôt, il était non réglementé sur le plan bancaire. Ces acteurs-là, financés exclusivement par les marchés de capitaux, souvent filiales des mêmes banques qui étaient, elles, sujets au CRA, se sont mis à faire des prêts hypothécaires, des prêts immobiliers dans ces quartiers que l'on appelle les subprimes. Ils ont fait ça parce qu'ils avaient les mêmes précisions d'analyse de risque que les autres. Ce n'est pas que le méthode d'analyse de risque ne marche pas, il marchait très bien. C'est que les gens qui vendent les prêts étaient des fraudeurs, des criminels, qu'on attend encore à mettre en prison.
Donc, on a une situation dans laquelle une simple loi générant des informations factuelles et transparentes sur la réalité de la production bancaire dans les territoires crée une situation que j'appelle, moi, éthique, dans le sens où les partenaires sont capables de regarder ensemble ce que font les uns les autres. Les produits sont nécessairement de bonne qualité parce que la loi, c'est une première aux États-Unis, oblige l'inspection bancaire de valider la qualité de la production. La loi oblige l'inspecteur de faire un rapport sur chaque banque à la demande des locaux, mais également tous les 2 ans. Aucune autre institution financière est sujet à cette même contrôle de qualité du produit même vendu que propose le CERA. Donc on a vraiment un cas d'école que la transparence, avec une dynamique de contrôle réciproque entre les acteurs sur la qualité de la production, ainsi que sur la quantité, permet l'évolution d'un secteur bancaire protégé de ses propres cauchemars, c'est-à-dire la folie, le panurge vers l'opportunité, qui a condamné à mort une centaine d'institutions financières américaines, dont 2 majeures. Bear Stearns, c'est pas rien, j'ai eu l'occasion de bosser avec eux, et une compagnie d'assurance, et des centaines de plus petites entreprises. Il y a 6 millions d'Américains qui ont perdu leur maison du fait de la non-réglementation, la non-transparence d'un secteur important. Voilà, on a un groupe en France qui travaille à la création d'une semblable législation, en tout cas semblable sur le plan de la transparence et sur la notion d'une charte de qualité et une obligation d'une institution qui sera chargée d'une sorte de quelconque contrôle. On a également de l'intérêt de l'Europe. Il y a 4 semaines, le commissaire Barnier était à Washington et son staff a interviewé nos amis à la fois à la Fed et actifs dans les associations des quartiers. Il y a une expression d'intérêt sérieux. Le loi américaine est en train de se faire expertiser maintenant, et on aura une réponse, je pense, dans les 6 semaines ou 8 semaines sur la décision qui sera prise de poursuivre. Voilà. Merci Kent. Donc on voit là décrit de manière assez rapide comment une loi, et notamment sur la transparence, a permis une évolution des pratiques avec un certain nombre d'effets de contournement possibles, mais a permis, comme tu le disais, de protéger les institutions financières de leurs cauchemars. Alors, Jean-Louis Bancel, pour le crédit coopératif, vous allez nous dire comment vous vous protégez de vos cauchemars, ou comment, mais je vais vous laisser présenter votre institution, en l'absence d'une loi aussi contraignante, vous agissez, ou en tout cas vous essayez d'agir en matière d'utilité. Mais je viendrai aussi sur ce qu'a évoqué Ken, parce que comme la thématique c'est parlons solutions, c'est les solutions d'aujourd'hui, mais aussi les solutions de demain. Et en quoi les pistes sur lesquelles il travaille, et on essaie de l'accompagner dans la réflexion, il y a certainement, en l'adaptant à la version française et aux réalités françaises, il y a des pistes à explorer. Alors, premier point, donc crédit coopératif, banque née il y a 120 ans du monde des scopes, qui a fait du chemin très clairement, qui est aujourd'hui banque pionnière, leader dans l'économie sociale et solidaire au sens le plus large. Je reprendrai une expression de mon antéprédécesseur, une économie sociale sans rivage. C'est ça notre choix, notre vision de la société. Point important, donc, comme je le dis, si on prend cette histoire, on a cette chance d'être né sur un îlot tout petit, qui est les scopes. Même à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, il y en a quelques-unes, mais enfin, ça reste. Donc, ça nous a emmené tout de suite à sortir de notre îlot. Et ce que l'on est fondamentalement, c'est ça qu'on essaye de chercher la réalité profonde de notre maison, c'est d'être une banque du tiers-État. J'explique ce que veut dire le tiers-État. C'est bien sûr dans la vision historique de qu'est-ce que le tiers-État au moment de la Révolution. Ça n'est rien. Qu'est-ce que vous savez, c'est-à-dire tous ceux qui ne trouvent pas d'interlocuteurs historiques. Je ne vais pas dire naturel, c'est pas naturel, mais historique. Ceux qui tapent à la porte et auxquels on dit oh là là, votre truc, c'est un mouton à 5 pattes. Puis, de toute façon, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Enfin, bon, voilà. Et donc, c'est ce qui nous a emmené sur élargir chaque jour notre territoire, notre champ d'action, etc. Et donc, historiquement, pourquoi
on est sur des champs qui aujourd'hui sont de plus en plus une réalité, c'est du fait de ce statut, entre guillemets, de banque du tiers-état. Illustration concrète, banque leader, banque pionnière, banque leader sur, bien sûr, le microcrédit professionnel, le microcrédit d'activité, ce qui nous a emmené historiquement à être partenaire de l'ADI, de France Active, de France Garantie. Et pourquoi? Parce que problématique de base, qui est celle historiquement, bien sûr, du microcrédit professionnel, c'est activation des dépenses passives, pour prendre des terminologies de technocrates, c'est plutôt que de leur payer le chômage, ça serait peut-être un peu plus malin qu'on utilise de l'argent public à faire en sorte que ces gens au chômage créent leur propre activité. Ensuite, autre exemple, bien sûr, microcrédit personnel. Pareil, les premiers à signer ça avec la Caisse des dépôts sur le fonds d'action sociale. Et bon, ça démarre doucement, etc. Mais il y a des perspectives. Alors, pourquoi est-ce qu'on est là? Tout simplement parce qu'on fait notre métier de banquier. Ça permet donc de rappeler, c'est aussi ça l'objet de ces rencontres-là, c'est de revisiter quelle est la fonction du banquier dans l'économie et dans la société. C'est tout simplement l'argent. Après, il y a d'autres débats sur la monnaie, mais l'argent, c'est le sang de l'économie. C'est avec ça qu'on fait circuler des richesses existantes et des richesses à créer, bien sûr. Et donc, le point important du métier de banquier, on essaye d'y répondre tout simplement. Alors, j'ai apporté avec moi mon exemplaire de ce qu'on diffuse à tous nos sociétaires, qui est notre rapport coopératif. Et à l'intérieur, on fait une petite plaquette, d'où vient l'argent, où va l'argent. On essaie de répondre à cette question qui a été évoquée tout à l'heure. Une banque, ça ne peut pas être, si elle veut vraiment marcher, ça ne peut pas être une boîte noire. Ça, on va y revenir, c'est ce que disait Ken, c'est qu'est-ce qu'on donne sur données, qu'est-ce qu'on a à dire, etc. Et deuxièmement, ça ne peut pas être une lessiveuse. Et ça, c'est un autre problème très profond en France. On a du mal à comprendre que le métier de banquier, c'est pas d'être une lessiveuse, c'est pas d'entasser du fric. Alors certes, on a des constructions historiques dans ce pays où celles qui étaient des proto-banques, les caisses d'épargne, c'était des lieux où les gens apportaient leur argent et on leur disait t'inquiète pas, l'argent il est gardé. Mais cet argent, il était remis quelque part dans un circuit. Dans les circuits historiques, il y avait cet argent remonté à la caisse des dépôts qui faisait circuler ça. Il faut faire circuler l'argent pour créer des richesses. Après, la question de fond, c'est où est-ce qu'on va l'affecter? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, l'Europe, disons, occidentale, d'abord, on a cette chance fantastique, c'est d'être dans des pays riches, dans des pays où il y a alors, au moins en France, ça c'est une différence avec les États-Unis, des pays où il y a de l'épargne. Et donc, en 20 ans, nous avons réussi, je mets le nous en étant un collectif, c'est pas nous Crédit Coop, c'est tous ceux qui sont les acteurs de cette problématique, nous avons réussi à faire bouger des lignes. Aujourd'hui, à travers des concepts comme le Crédit Coop était là aussi le pionnier, finance de partage, alors là on est vraiment dans l'altruisme, j'accepte, le premier produit qui a été créé c'était le fonds fin et développement Crédit Coopératif avec nos amis du CCFD, j'accepte qu'une partie des revenus de mes placements soit donnée à une association. Alors là on est dans la la base des choses, c'est je donne. Bon. Puis on a inventé, pas tout seul, ça a été aidé par Maria Novak lorsqu'elle était au cabinet de Fabius, on invente le concept de, inventé, ça a été légalisé, disons, le cadre juridique, ça n'a pas été inventé, mais le cadre juridique a été formalisé par Fabius, la finance solidaire. Et donc, on dit, voilà, ça sera de l'argent qui va aller à des entreprises, des activités, avec des définitions, des concepts. Vous voyez, c'est un point important. Déjà, vous voyez la première nuance par rapport aux États-Unis. En France, c'est normal, c'est la France, c'est le pays de Colbert, etc. Donc, il y a des fonctionnaires qui vont définir des catégories d'affectataires, de bénéficiaires. Alors, il y a des critères de statut, des critères de nombre de salariés, des critères d'écart de rémunération. Mais on a réussi à fabriquer quelque chose qui ressemble peu ou prou, entre guillemets, au CRA version française. Avec une difficulté qui va plutôt croissante. On s'est plutôt bien débrouillé d'étape en étape.
On a réussi à élargir la base de collecte d'épargne. Aujourd'hui, en ayant élargi ça à l'épargne salariale, on s'aperçoit que dans ce pays, il y a des tas de gens, alors peut-être pas encore assez, mais il y a des tas de gens qui souhaitent que leur argent travaille intelligemment au sens de l'utilité sociale, de l'utilité collective. Et ils ne demandent pas forcément des rendements mirifiques. On en parlait là tout à l'heure. Bon, on leur dit, allez, je te rémunérerai 2% par an. Voilà. Aujourd'hui, on est en train de fabriquer un sujet de préoccupation. Oui, oui, dans la conjoncture actuelle. On est dans cette situation un peu paradoxale. On commence à voir apparaître un déséquilibre offre-demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sujet de fond, il faut continuer à se battre pour trouver de l'épargne solidaire. Mais le sujet, c'est surtout de trouver des dossiers à financer. Alors, je reviens dans mon métier de banquier au sens crédit-coopératif. Et pourtant, quand je vais dans les assemblées générales, régionales du crédit coopératif, quand je vais dans mes agences, etc., et on en disait un mot avec Kent, la campagne électorale dans sa sens le plus concret, on est dans un pays où les gens se bougent. Les gens se bougent. Moi, je suis frappé de ce qui se passe ce soir, etc. Il y a des tas de gens qui ont des projets. Alors après, on y croit, on n'y croit pas. Est-ce que c'est des projets qui vont se casser la figure, etc. Et globalement, qu'est-ce qu'ils disent? Je ne trouve pas grand monde pour m'accompagner. Il y a deux sujets. Je ne trouve pas forcément un banquier interlocuteur. Et puis deuxièmement, je ne trouve pas grand monde pour m'accompagner. Alors là, on a un sujet compliqué. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais on y viendra peut-être dans nos échanges. Il y a une phase maturation de projet, une phase accompagnement. Et c'est pas une mythologie, dans la conception française, ça, les banquiers, ils payent pas ça. Bon. Alors, oui, mais qui va le payer? C'était très simple, dans la solution à la française, c'est comme ça que fonctionne France Active, etc., par des financements publics, des subventions publiques, État, collectivités publiques. Sauf que, crise budgétaire aidante, crise des finances publiques, c'est en train de se verrouiller. Et donc, voilà, qu'est-ce qui va se passer si nos pousses, elles n'ont pas leur goutte à goutte, alors c'est pas le bon terme, mais elles n'ont pas leur tutorat, leur accompagnement, ça va crever. Alors, c'est pour ça que moi j'ai une vision assez simple, c'est de dire, partons de ce qui s'est fabriqué aux États-Unis, écoutons, puis après on ferme les yeux, et on dit, attends, de toute façon les États-Unis c'est les États-Unis, c'est pas comme chez nous, ils ne peuvent pas comprendre, c'est pas le pays de Colbert, ils sont pas civilisés, il ne faut pas leur en vouloir. Donc, on va fermer les yeux et on va dire fondamentalement qu'est-ce qui est bien dans leur truc et comment on voit en quoi ça pourrait nous être utile dans notre pays. Et c'est tout simple, c'est donc de rapprocher le tabouret et le piano. Voilà, il y a d'un côté des gens qui ont le piano pour faire de la musique, mais faire du piano debout, bon certes ça fait un titre de chanson, mais fondamentalement, c'est tout de même mieux si, pour faire une longue sonate, on peut trouver le tabouret. Le tabouret, c'est globalement le banquier et les structures d'accompagnement. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver, me semble-t-il, à faire avancer. Alors, tout ça est rendu compliqué parce qu'on a nos schémas mentaux, etc. Et puis, dernier petit point, j'ai parlé des finances publiques, dernier volet sur lequel je terminerai, c'est tout ça dans une ambiance de malthusianisme vis-à-vis des banquiers considérable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du fait de ce qui s'est passé comme bêtise, pour ne pas utiliser d'autres mots plus triviaux, aujourd'hui les banquiers, toc toc toc, attention, pas de risque, et puis boum boum. Et donc, dès qu'on dit, attendez, je vais aller faire un truc, oh, mais c'est pas dans nos nomenclatures, c'est quoi ces machins-là, c'est pas dans les notations McDonald's, et je vous en passe et des meilleurs, il ne faut pas y aller. Et donc, tout simplement, ce qu'il faut revendiquer, c'est qu'un espace de liberté. Alors, la liberté, ça se conquiert ou ça se revendique. Nous, on conquiert notre espace de liberté. On dit, on fait notre métier correctement. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. L'argent que le crédit coopératif fait, c'est pas le sien. C'est celui de ses déposants. Donc, je ne suis pas là pour le jeter par la fenêtre. Je ne suis pas là, alors après on verra sur les problèmes de statistique, je ne suis pas là pour violer le secret bancaire. Donc, si les clients ne veulent pas dire qu'ils sont clients au Crédit Coop, c'est leur droit. Donc, comment on peut faire pour cheminer? Je pense qu'on est aujourd'hui à un moment où on peut essayer de faire des avancées. Voilà ce que moi je voulais dire en témoignage. Alors, juste des chiffres, parce que même un banquier, ça donne quelques chiffres. Quand on fait tout bêtement son métier de banquier au sens le plus classique du terme,
l'image du tonnerre de Dieu. Crédit Coopératif, l'année dernière, a dépassé 2 milliards d'euros d'argent prêté, 2 milliards 100, plus 20%, de prêts. Vous vous rendez compte? Donc quand on me dit les banquiers ne prêtent pas, ben, je dis écoutez, peut-être, mais alors moi je ne suis pas dans cela. Et ça veut dire qu'il y a bien une demande. Alors après, il faut qu'on fasse notre métier, il ne faut pas financer n'importe quoi, dans n'importe quelles conditions. Il y a des problèmes de durée, il y a des problèmes de taux, il y a des problèmes de risque, il y a des problèmes d'accompagnement. Mais aujourd'hui, on doit pouvoir trouver des voies, alors soit par des voies du débat public, des évolutions juridiques, législatives ou je ne sais quoi, mais si ça passe pas comme ça passera autrement, on s'en fout, pour rapprocher le tabouret et le piano. Voilà, me semble-t-il, ce qui fait une partie du métier de banque éthique. Mais alors après, ça renvoie à des vastes débats. Il y a M. Comte, là, le président de la NEF. On a entre nous des vastes débats sur comment définir une banque éthique. Moi, ce que je veux, c'est déjà qu'une banque fasse son métier de banquier. Et ça sera déjà parfait. Merci. Un petit point, vous avez évoqué, Jean-Louis Bancel, les systèmes qui permettent de mobiliser de l'épargne et de l'affecter à tel ou tel type de projet. Donc un petit point, l'ensemble des banques et des organisations qui travaillent dans ce contexte-là sont regroupées dans un collectif qui s'appelle Finansol. Et vous trouvez toutes les informations sur ces différents produits. Le Crédit Coop est pionnier, mais l'ensemble des banques travaillent. Donc Finansol, F-I-N-A-N-S-O-L, www.finansol.org. Donc merci pour cet éclairage. Alors à vous écouter, finalement on a l'impression que c'est relativement simple de faire son métier quand on est banquier, c'est-à-dire un métier de prêteur et d'activation des ressources. Vous disiez tout à l'heure, finalement c'est très intéressant l'exemple des États-Unis, mais fermons les yeux, regardons le contexte français. Kent, par rapport à ça, quel regard tu portes aujourd'hui sur ce qui nous manque? Est-ce qu'il y a vraiment des zones d'ombre? Est-ce qu'il y a des choses J'ai promis de ne pas nommer les deux banques en question, mais j'ai un métier de consultant et j'ai travaillé pour les banques françaises. J'ai eu plein d'amis, non pas votre banque, même pas votre groupe, Jean-Louis. Je suis allé dans deux villes, Nantes et Dunkerque. J'ai parlé à mes amis banquiers et j'ai posé la question, mais combien faites-vous de prêts à Nantes-Est? C'est un quartier de Nantes. Semblable question à Dunkerque. Mais le réponse des deux réseaux, c'était que d'abord, ils ne savaient pas du tout, pas le moindre idée. L'agence ne disposait pas d'informations faciles leur permettant de savoir s'ils avaient un trou ou non dans leur prestation. Ils ne posaient pas la question, ils n'avaient pas de regard territorial, ils ne pouvaient pas répondre donc à la question, y a-t-il un part de marché qui m'échappe localement? Ils raisonnaient produit, mais ils ne raisonnaient pas territoire. Ça c'est point 1. Point 2, mais ils me disaient tous les deux, ça ne change rien puisqu'on a des ordres enfin informels de ne pas y aller. Donc, je témoigne par ces conversations dont je viens de vous dire qui est-ce, qu'au moins 2 des 5 réseaux de banques en France ont forte tendance à ne pas souhaiter particulièrement aller dans certains territoires. Je pense que le raisonnement que je tiens également par rapport à la disjoncte entre l'industrialisation de la banque, j'étais très intéressé par la conversation lors de la soirée du 27, changer le comportement de banque qu'animait Alter Economy et le Labo ESS, un banquier du groupe Caisse d'Épargne avait parlé de ça justement, en disant que nos systèmes automatisés s'intègrent difficilement avec un travail que nous aurions tendance à voir comme caritatif, fait par les autres. Il faut ramener ça ensemble. Je lui fais dire ce qu'il n'a pas dit, mais c'était le sens un peu de ses remarques. Il a raison s'il voulait dire ça, en tout cas je lui fais dire ça. Et je pense qu'un certain nombre d'informations peut nous alarmer. Point 1. Par rapport à l'approche colbertienne avec une attribution étatique des secteurs ayant besoin d'investissement, je ne suis pas contre. Seulement, c'est très difficile dans cette méthode-là d'arroser avec le financement les tout petites entreprises qui sont porteurs de très grand nombre de salariés, de jobs en France. 50% de l'emploi en France est le fait de petits employés, de petites entreprises en dessous de 5-10 salariés. Et 2,3 millions de ces entreprises donc, produisent un travail uniquement pour leurs propriétaires. C'est beaucoup d'emplois. Or, ce mécanisme n'est pas approprié à ça. Et au regard d'ailleurs de l'extraction de l'épargne d'un quartier et de son réinsertion dans un quartier, nous n'avons pas des chiffres suffisamment précis en France pour savoir où l'effet de ça peut être négatif ou positif.
Mais lorsqu'on a fait une analyse sur le borough de Bronx, qui est à peu près une dizaine de iris selon le système de l'analyse INSEE en France, de territoire, on a découvert que 90% de l'épargne dans les quartiers essentiellement noirs était shiftée ailleurs, épargne qu'ils auraient pu investir collectivement avec une petite banque s'ils en avaient une, ça aurait été fait. Ce monde est passé et du coup le fait de la visibilité nous permet de commenter l'efficience des banques sur ces territoires et ces marchés un peu marginaux pour eux. Dernière chose que je dirais, c'est que dès lors qu'il y a pénurie d'offres, les prix montent. Il suffit de voir qu'en France, comme aux États-Unis, dans ces situations de pénurie, les prix montent et on voit que les banques extraient de l'argent par des politiques de facturation qui ont été pénalisées par l'Europe, au moins pour la classe TPE, que les pénalisations, les facturations des retards de paiement, les chèques en bois, etc., font un énorme geyser d'argent. Je n'ai pas les chiffres à nous donner là-dessus, mais je peux vous dire que justement sa faillite aux États-Unis sur le côte ouest, une ancienne banque coopérative convertie en banque privée gagnait 25% de son plus-value de l'année de son faillite par le surfacturation de 6% seulement de ses clients. Le dicton américain, c'est que ça coûte très très cher d'être pauvre. Merci. Alors, un petit point que tu rappelais, Ken, tout à l'heure, c'est que la loi progressivement a permis aux États-Unis, a permis d'établir un rapport de force, en fait, ou en tout cas un espace de dialogue un peu à armes égales entre la communauté bancaire et les ONG, ou un ensemble d'organisations qui travaillent au développement des communautés ou sur tel ou tel sujet. Dans le contexte français, alors pour ce qui concerne le crédit coopératif, mais peut-être avec un regard sur l'ensemble de la communauté bancaire, aujourd'hui, quel est ce rapport de force? Est-ce qu'il existe? Comment il se joue? Comment se joue le dialogue avec les acteurs de la société civile? Ouais, c'est bon, pardon. Plusieurs choses à dire. Premièrement, donc, on viendra juste après sur ce que j'évoquais sur l'accompagnement. Ça, c'est un point. Je voudrais donner une autre illustration des problématiques, des effets induits de l'opacité du système bancaire français. Alors, je parle sous ma casquette d'ancien directeur de cabinet de Véronique Meyers, celui qui a écrit la loi sur le surendettement. Et le débat sur le fichier positif de l'endettement. Je ne vous cache pas que je suis favorable au fichier positif de l'endettement. Non, mais je peux le dire. Non, c'est la position de Jean-Louis Bancel. De toute façon, je fais très peu de près aux personnes physiques, donc c'est pas le sujet. C'est très clairement parce que je suis convaincu que le problème de fond, c'est bien entendu la dissymétrie d'information entre le banquier, prêteur, et l'emprunteur, le client. Et un des points importants, me semble-t-il, c'est qu'il est important, dans cette problématique du surendettement, que le banquier, dont le métier est de prêter de l'argent contre un taux d'intérêt, il fasse à ses responsabilités par un fichier positif de l'endettement. En disant, tu fais ce que tu veux, tu vas regarder le fichier. Si tu vois que ce type, il a 50% de son revenu mensuel qui est consacré à des remboursements de prêts et que tu veux le faire, à tes risques et périls, point. Et on voit bien que ça renverrait à d'autres problématiques le jour où on prononce la faillite sur l'ordre dans lequel on prononcerait la liquidation. Mais, et ça c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, parce que pourquoi je milite pour ces situations, ces évolutions? Parce que si nous ne faisons pas ça, au pays de Colbert, ça se terminera comme dans un autre domaine où le déséquilibre offre-demande a conduit à une aberration entre la classe politique et les opérateurs, qu'est le logement, où tout le monde s'est lavé les mains en faisant le droit opposable au logement. Il y avait un problème de déséquilibre offre-demande. Au lieu de se dire, bon, allez, on va se retrousser les manches tous ensemble et on va trouver une réponse. Alors,
Je dis pas qu'elle soit simple, hein. Je dis pas que c'est un coup de baguette magique, et puis en plus, c'est différencié suivant les territoires, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? La classe politique a dit, pas de problème, droit constitutionnel, et je vous fais un droit opposable au logement. Donc, ben voilà, maintenant, qu'est-ce que la différence? C'est autrefois vous couchiez dehors avec un billet de logement. Maintenant, vous couchez dehors avec un billet de logement. C'est-à-dire qu'il y a un juge qui vous a donné un droit à aller dans un logement. Sauf que voilà, le préfet il vous répond, bah oui, mais je n'ai toujours pas de logement. Et donc moi, ce que je crains, moi je vous le dis très, très clairement, c'est une vision de la société, c'est que si nous ne sommes pas capables, par des voies et moyens à définir, un jour nous allons nous retrouver au pays de Colbert avec un droit opposable au prêt. Et on va dire, voilà, moi j'ai le droit à 20 000 euros, machin. Et nous, banquiers, ben, on ne servira plus rien. Plus rien. Il suffira de mettre dans une machine, cling cling, ben voilà. Bon. Alors, après, on peut dire, ben, la société serait bien meilleure, il n'y aurait plus de banquiers, c'est tous des salauds, etc. Ok. Mais on retombe bien sur cette problématique qu'évoquait tout à l'heure, là, sur ce que disait le collègue Ekesban. Est-ce qu'on est dans des usines ou est-ce qu'on est dans des structures à dimension humaine? Il y a une appréciation du risque. Est-ce que vous savez, par exemple, que, alors là c'est plutôt pour l'activité entrepreneuriale, pas forcément en tant que particulier, est-ce que vous savez que chacun d'entre vous, chacune de nos banques, on vous note? Je considère que c'est un droit et que nous devons, nous, vous communiquer votre note. On n'est pas à l'école. Alors le problème c'est qu'on est au pays de Jules Ferry, etc. Et si tout de suite vous dites, ah merde, j'ai une mauvaise note, c'est le drame. Non. Pourquoi est-ce que je t'ai mis cette note? Quels sont les critères par lesquels le banquier t'a mis une note moyenne, machin? Comment ta note peut s'améliorer? Pourquoi cette note, à l'analyse du bilan, elle est médiocre, mauvaise? Est-ce qu'elle peut s'améliorer, etc. C'est un exercice pédagogique. Pourquoi le professeur note? Alors, il y a la version française, le professeur note pour classer, pour dire les premiers, ils passeront dans la classe au-dessus, et les pas bons, ils redoubleront. Ou il y a une autre version, c'est la note est un élément du processus d'amélioration personnelle. Et donc, reconnaissons, disons-le à tous nos clients, les clients, personnes morales, disons pour faire simple, sont notés. Et vous avez le droit, attendez, vous n'imaginez pas, même au crédit coopératif, il y a eu des grands débats. Est-ce que je dois communiquer au client qui le demande sa note? C'est à peu près aussi étonnant, mais les débats qui ont existé. Est-ce que quand le patient le demande, je dois lui passer son dossier médical? Enfin, attendez, aujourd'hui, heureusement, on a un peu dépassé ce sujet. Mais est-ce que... La réponse est oui. Alors, après, est-ce qu'il faut en faire une démarche proactive? C'est un autre. Donc voilà, je pense que aller vers cette démarche de transparence, après, il y a d'autres limites, on en parlera peut-être, secret bancaire et des choses comme ça. Tout ne peut pas se faire sur la place publique. Tout ne peut pas se faire sur la place publique. Mais il y a des règles, etc. Ça sera positif. Et ce que j'espère à la fin, mais je rejoins ce qu'a dit Mickaël, c'est que ça redéveloppera un esprit coopératif. Alors, vous comprendrez bien que dans une banque comme la mienne, ce qui compte, tout à l'heure je parlais de cette banque du Capital, c'est ce qu'on appelle nous la double qualité. Ils sont à la fois apporteurs de fonds, capitaux de la banque, et emprunteurs. Donc, Monsieur Lecomte qui est là, qui est administrateur au Crédit Coop, il sait qu'on a des débats si homériques au CA du Crédit Coop. Quand il s'agit de savoir à quel taux on va rémunérer l'épargne, on est des salauds, on ne rémunère jamais assez. Puis quand les mêmes, un quart d'heure plus tard, à quel taux on va prêter, on est des salauds parce qu'on prête toujours trop cher. Mais c'est le bel exercice coopératif, c'est de faire vivre cette dichotomie des positions. Un coup je suis déposant, un coup je suis emprunteur. Et à la fin, si je fais crever toutes les banques, ça n'aura pas fait avancer le Schmitt. On va tuer ma banque. Et donc, tout ce qui fera qu'on augmente la capacité à rendre des comptes me semble quelque chose qui sera positif. Voilà, pour expliquer pourquoi je suis, entre guillemets, à ma façon militant, parce que je pense qu'on aura atteint le sommet du sommet le jour où on aura le droit opposable au prêt. Je pense que là-dessus, on sera venu dans la parfaite bureaucratie. Voilà. Donc on entend bien donc Jean-Louis Bancel, au moins à titre personnel et vraisemblablement le président du Crédit Coopératif, vous êtes pour un développement d'une certaine transparence ou en tout cas de l'information. Alors, on n'est pas persuadé aujourd'hui que l'ensemble de la communauté bancaire et ses représentants, notamment au niveau de la fédération, soient sur ces positions-là. Peut-être
Kent un petit mot des échanges avec la Fédération bancaire française. Et puis, l'un comme l'autre, une perspective européenne. Vous avez mentionné tout à l'heure des débats au niveau européen. Est-ce qu'on a des choses, est-ce que c'est une échelle qui peut permettre de faire bouger des choses ou d'avancer? Je voudrais dire un mot par rapport à la question. Y a-t-il besoin de faire mieux qu'on fait maintenant, plus qu'on fait maintenant? Je pose la question à chaque fois. J'ai envie de le poser à Jean-Louis. Est-ce qu'il est possible pour le secteur bancaire au jour d'aujourd'hui, si vous voulez le faire, d'estimer dans le domaine du produit de service, le manque à gagner, ou notre façon de dire ça, le marché non servi, mal servi. Face à cette question, comme ça, comment je réponds? D'abord, c'est assez difficile. Et puis, soyons très clairs, si vous regardez, ça renvoie à une question de fond qui est aussi un sujet de tabou. Du point de vue de l'activité des banquiers, il faut que vous compreniez que globalement, de toute façon, les banquiers, quel que soit leur statut, il faut au minimum qu'ils équilibrent leurs comptes. Un peu plus, parce qu'il faut même qu'ils fassent quelques résultats pour conforter leurs fonds propres, pour sécuriser les dépôts compétitifs. On est dans un pays, parce que là aussi, il y a quelques mythologies. D'abord, on est dans un pays où, du point de vue des particuliers, l'offre bancaire est concurrentielle. Le pays, la France est un pays où, pour les particuliers, le rapport qualité-prix du service bancaire est très correct. Je peux vous dire, coltinez-vous d'être client d'une banque comme particulier en Grande-Bretagne, vous allez comprendre votre douleur. Donc, ça c'est un premier point. Le pays est compétitif. Deuxièmement, les banquiers ont plutôt, je pense qu'elle a été dit l'autre soir, bien industrialisé leur métier. Et aujourd'hui, les banquiers font des marges sur les ménages qui servent à financer leur activité vis-à-vis des entreprises. Alors après, il y a des débats assez compliqués sur la segmentation des entreprises. Et en particulier, déjà, il faut être conscient que dans tout pays, du point de vue du circuit de financement de l'argent, c'est l'épargne des ménages qui est prêtée aux entreprises. Je veux dire, vous pouvez le tourner dans tous les sens, ça ne marchera pas dans l'autre sens. Donc, je veux bien qu'on reconstruise un monde idéal où on va mettre tout l'argent dans des emprunts d'État sécurisés, enfin ça renvoie à d'autres débats, et on ne donnera rien aux collectivités, enfin aux personnes morales, aux TPE, etc. Ça n'aidera pas l'économie. Et donc là-dessus, c'est très compliqué de faire comprendre aux gens que soit leur argent est placé dans des livrets A, pour faire simple, et si c'est sûr, ça ne doit pratiquement pas être rémunéré. Un tout petit peu plus que l'inflation, parce que c'est de l'épargne populaire, entre guillemets, mais pas plus. Et c'est antinomique de dire, si c'est très sûr, c'est très cher payé. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on paye cher, c'est le risque. Et donc, ça c'est le premier point. Et deuxième point, ça renvoie à cette question, c'est quels sont les services qu'on offre à une TPE, une entreprise d'inflation. En fait, les besoins ne sont pas gigantesques. Les services bancaires eux-mêmes sont assez primaires. Bon. Après, est-ce qu'on fait assez cher payer les taux d'intérêt des prêts aux petites structures TPE? C'est non. Non, parce que même avec 3% de casse, c'est relativement élevé. C'est pas, en apparence, ça ne vous paraît pas beaucoup. Mais si vous regardez ce que c'est que le taux de casse, c'est-à-dire le taux de non-remboursement des emprunts, en France, j'entends, sur les ménages, c'est infinitésimal. 3%, c'est assez gigantesque. Si vous devez intégrer ça dans le prix, alors, et là, on est dans une espèce de contradiction. Donc, il faut aussi accepter. Après, c'est là où c'est l'importance d'avoir des éléments chiffrés et des éléments de débat. Est-ce que les ménages acceptent de payer, entre guillemets, un tout petit peu plus cher leur prix à eux tout seuls pour que cet argent circule? Ma réponse est très clairement oui, pour autant qu'ils le sachent. C'est ce qui se passe dans les finances solidaires. Les gens, ils acceptent de dire, très bien, une partie de mon épargne, je vais la placer auprès de telle et telle structure qui ne me promet pas de monts et merveilles, mais je sais que cet argent va être bien utilisé. C'est-à-dire qu'il ne va pas partir à la bourse, faire des spéculations, etc. Donc, je pense, et ça c'est un point pour moi très important, la solidarité doit être explicite. Ça c'est un grand débat, si vous connaissez sans doute, c'est une des théories de Rosan Vallon. Rosan Vallon,
grand sociologue qu'il en est, prétend que la bonne solidarité, c'est celle qui est cachée. Parce que si on commence à dire aux gens comment se passent les transferts, ça va être le chacun pour soi. Attends, ton pauvre, moi, il ne m'intéresse pas. Ce qui est très intéressant dans cette démarche de la transparence, c'est, alors ça envoie à des débats. Je choisis, on ne va pas dire mon pauvre, mais je choisis mon affectataire. Je dis, bah oui, moi je suis convaincu qu'il faut aider ceux qui font tel et tel projet. Et donc je pense que par la transparence, on reconstitue des nouveaux mécanismes de solidarité. Alors ce que les gens ne veulent plus, c'est ce que disait Rosan Vallon, quand il disait par exemple la sécurité sociale, etc. Bien entendu, quand on commence à dire aux gens, attends, est-ce que tu veux payer un peu plus cher quand tu es en bonne santé pour payer quand tu seras malade ou pour payer les malades, je dis non, je préfère garder mon frigo. Donc, mais je pense qu'on doit construire des solidarités transparentes. Voilà, c'est ça ma démarche. Merci. Alors peut-être, il nous reste une bonne vingtaine de minutes, donc on va faire circuler un micro s'il y a des questions ou des interventions. Un dernier petit mot sur l'Europe, le contexte européen. Est-ce qu'il y a des choses qui avancent aujourd'hui? C'est quoi les grandes lignes, les fronts ouverts en Je Europe? voudrais rester sur mon petit sujet de quel est le manque à gagner, juste quelques instants de plus. Il y a une étude IGS qui est intéressante à la lecture et qui indique que dans les petites entreprises, moins de 18% à la troisième année de rentabilité, ont une relation correcte avec une banque, c'est-à-dire disposent d'un compte entreprise, ont des services de type garantie, de type nécessaire pour une entreprise, facturage, des services modernes que l'on proposerait à une entreprise plus importante. Or, dans d'autres pays, ces services sont prestés par les banques identiques en structure et en composition de coûts que les banques françaises. Donc, j'ai fait cette remarque. Lorsque, et c'est purement anecdotique, nous étions avec une personne de la Fed il y a 2 ans à une plateforme de France Initiative. Elle a posé la même question que je pose maintenant. Et au personnel de France Active, d'une manière suivante, combien pourriez-vous amplifier, multiplier, combien de fois pourriez-vous multiplier votre chiffre d'affaires ici à France Initiative si vous aviez face à vous des banquiers compétents, intéressés par votre démarche et ayant des instructions de leur direction d'encourager vos activités, puisqu'ils avaient dit que c'était le contraire. Ils ont dit 3 fois, 5 fois. J'ai posé les mêmes questions à l'ancien président de France Initiative, s'il est d'accord avec ces chiffres. Il dit non, 2 fois, 3 fois, sûrement. Donc, c'est quand même 1,2 milliard par an de prêts que cette organisation fait nationalement. Si c'est 3 la raison, s'ils ont raison, ces gens-là, c'est qu'on peut passer de 1,2 à 3 fois ça. La conséquence, je répète, en termes d'emploi, si nous pourrions faire ça en France, dans cette catégorie d'entreprise, si les chiffres américains seraient valables en France, ce qui n'est sûrement pas le cas, puisque le coût de travail est plus cher en France et un prêt ne donne pas le même niveau de création d'emploi, plus fragile aux États-Unis qu'en France, enfin, pour l'instant, ça nous donnait quand même pas mal de nouveaux emplois si tout était égal et parfait, comme ces chiffres pourraient faire prétendre. L'Europe. J'ai à peu près tout dit. Nous avons présenté ça aux équipes de Barnier. Il y a eu, à l'occasion de le dernier déplacement à Washington de Barnier pour des choses plus importantes que les TPE, en tractation avec les Américains sur le refinancement des banques, qui sont, comme en France, en difficulté, sous-capitalisées aux États-Unis, ce qui, par ailleurs, risque de nous faire des mauvais tours dans l'année qui vient, puisque les banques seront obligées de réduire et non pas augmenter leur crédit au moment où nous avions besoin, pour les raisons de refinancement. Contact a été pris à la Fed avec l'experte et le début d'une enquête est menée maintenant par l'équipe de Barnier sur l'applicabilité et surtout le rôle de l'Europe dans une éventuelle application. C'est une question nationale. Est-ce qu'il est sujet de nourriture de type directif ou pas? Enfin, ce sont des questions ouvertes. Tout ce que je dis est un secret, bien sûr. Et on verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas, il y avait vrai enthousiasme de la part des acteurs de l'équipe de Barnier. Ça a été discuté d'une manière plus ou moins officielle à l'intérieur de l'équipe.
et il y aura une décision faite. Voilà. Ok, merci. Alors, est-ce qu'on a des questions ou des demandes d'intervention? Oui, 2, 3, 4, 5, donc allons-y tout de suite. Bonsoir. J'ai une question. Je suis de l'école management de Strasbourg. J'ai une question. Je m'adresse directement au directeur de Crédit Coopératif. Je voudrais savoir, dans le cadre de l'innovation financière ou pour une logique de solidarité réciproque entre les prêteurs et l'emprunteur, pourquoi ne pas se diriger vers une façon de financement participatif, c'est-à-dire lier la rémunération de la banque à la productivité du projet financé? Quels sont les obstacles à une telle démarche? Alors, je vais vous répondre sur un point qui, à mes yeux, est très important, sur un segment, qui est très clairement un segment que nous connaissons bien au Crédit Coopératif, qui est le segment de ce que l'on appelle l'économie sociale et solidaire ou de l'entrepreneuriat social. Il y a d'autres réponses sur d'autres segments. Ça fait longtemps que nous faisons le financement en fonds propres, le financement en accompagnement de structures associatives, de structures mutualistes, de structures coopératives. À partir du moment où, dans ces structures-là, on sait qu'on ne peut pas sortir en bourse et qu'on ne peut pas sortir en logique de plus-value, on ne peut donc pas s'inscrire dans une logique de capital-risque classique. Point. Les seuls opérateurs qui pourront rembourser, c'est la structure elle-même, parce qu'on lui aura donné le temps de se créer, de se développer, de monter en puissance et de développer son autofinancement qui va pouvoir lui permettre de racheter sa dette. Je vous rappelle que c'est comme ça qu'ont été créées au XIXe siècle les mutuelles d'assurance et les banques coopératives. Elles ont démarré avec zéro capital. Zéro capital. C'était de l'essor, des grands bourgeois qui leur ont mis des fonds d'amorçage, je vais utiliser ce terme-là, bénévolents. Aujourd'hui, on appelle ça du capitalisme patient, du capitalisme bénévolent, etc. Et qui leur ont dit, bon, bah, écoutez, je vous apporte de l'argent, vous le faites fructifier, mais vous le rembourserez à très faible taux d'intérêt dans 10 ans, dans 20 ans. Voilà. Et c'est la même problématique. Donc, pourquoi ce qui était vrai pour ces structures au XIXe siècle serait différent aujourd'hui? Ou alors, ça veut dire qu'on est déjà dans une autre logique. On dit, ok, je vais t'aider à te créer pour financer un projet. J'utilise des termes qui sont aujourd'hui qui circulent au niveau européen, puisque Barnier s'est beaucoup investi sur ce sujet, pour faire du financement social. Mais tout de suite, on dit, tu ne dois pas faire de bénéfice. Ah bah ça veut dire que c'est crevé, ça ne peut même pas naître, puisqu'ils ne seront même pas capables de rembourser la dette, même si c'est de la dette à 30 ans. Enfin, bon. Et donc, ça renvoie bien à une vision du monde, une vision de la société. Soit vous considérez que l'économie sociale et solidaire ou l'entrepreneuriat social, comme je dis toujours, c'est la pelle et la balayette. C'est fait pour réparer les dégâts du libéralisme. Et puis bon, donc, allez, comme on avait au XIXe siècle des dames patronnesses, elles sortaient, elles faisaient leurs bonnes œuvres. On vous dit, voilà, vous faites les bonnes œuvres, les chômeurs, vous les ramassez, vous faites l'occupationnel, là. Bon. Soit vous êtes dans une logique. Oui, non, ce sont des entreprises. Alors, certes, ce n'est pas des entreprises financières. Elles ne font pas du spiel à, je ne sais pas combien, la milliseconde, qui font des rentabilités démentes. Et à ce moment-là, à partir du moment où vous dites, je ne veux pas qu'elles sortent en bourse, elles ne peuvent, je ne veux pas ou elles ne peuvent pas sortir en bourse, ça veut dire que déjà vous avez fermé la voie de la plus-value. Donc, vous devez tout adapter en fonction de ça. Okay. Et nous, on fait sur l'Institut de développement de l'économie sociale, l'IDES, on apporte du fonds propre à des coopératives, etc. Mais quand il faut que ce soit la boîte elle-même qui repaie, bon, il faut aussi comprendre que dans nos secteurs, et puisqu'on est ici dans une structure du groupe SOS, on est dans des secteurs où des entreprises de l'économie sociale et solidaire sont à haute intensité capitalistique. Arrêtons nos mythologies du monde mutualiste, associatif, coopératif français. Nous sommes des gentils qui ne nous occupons pas de capital. Gérer une clinique, c'est des capitaux investis gigantesques. Quoi que vous en fassiez,
vous avez un coût du foncier, un coût de l'immobilier, vous en prenez pour 30 ans. Il y a en plus la haute intensité de main-d'œuvre. Il faut faire tourner ça avec des infirmières, des médecins, etc. Et donc, il faudra bien qu'on remette à jour nos dogmes sur qu'est-ce que ça veut dire la non-lucrativité. La non-lucrativité, c'est la non-appropriation personnelle, soit par les apporteurs de capitaux, soit par les administrateurs, soit par les directeurs, parce que tout le monde peut aussi avoir tendance à mettre les doigts dans la confiture, du résultat et du profit. Mais il faudra bien que ces entreprises s'autofinancent, ne fût-ce que pour repayer le financeur de long terme, ou de court terme d'ailleurs, qui les aura aidés. Donc voilà, moi, ma réponse, elle est très pertinente, mais vous voyez, j'ai ces débats-là en ce moment avec les gens de la commission. Alors, ils veulent faire des trucs vachement bien, mais ils n'arrivent pas à comprendre que je ne suis pas dans une logique de capital risque, ça ne se terminera pas dans un IPO, pour faire chic, par une introduction au second marché. Non. Point. Et donc, à partir du moment où on a compris ça, on a compris qu'on est sur, entre guillemets, une gentille route départementale et pas une autoroute, on peut ensuite adapter le système. Bonjour messieurs, je me présente Nicolas Dabaguian, président de la Société pour une épargne activement responsable, SPIR, qui permet d'épargner de manière transparente en choisissant exactement la destination de son projet, puisqu'il faut parler de solutions. J'avais une question pour vous messieurs. Qu'est-ce que vous pensez des propositions de nos candidats qui parlent d'une certaine manière solutions eux aussi à la présidentielle, et notamment de celles de M. Hollande qui sont claires sur les banques, donc surtaxer les profits des banques et créer une banque pour les PME françaises. Merci. Merci. Ben, en fait, je vais voter le 22 parce que j'ai la citoyenneté française aussi et j'en suis très fier. Donc, je pense que... comment dire ça moi, je trouve qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels, pour l'instant, aucun candidat a pris la mesure de l'opportunité qui se présente dès lors que l'on raisonne l'économie comme lorsqu'on pense que l'on peut gérer la façon dont les marchés fonctionnent et non pas simplement faire un subside à un des acteurs. Moi, je suis favorable aux taxes Tobin que la droite apparemment va essayer de passer en France, de taxer les transactions financières. Là, on utilise la fiscalité à cette finalité. C'est une vraie bonne idée. Je le triplerai peut-être, mais peu importe, c'est déjà pas. Je suis un peu méfiant parce que je suis amerloc et pas de fond de culture et non pas colbertien, de l'incapacité des grandes structures de l'État de travailler sur la petite économie. Je pense que c'est un travail des banques et que je ferais si j'étais moi-même en mesure de communiquer avec nos candidats, c'est de suggérer que plutôt que de créer un intermédiaire officiel pour faire une tâche et de donner des subsides aux banques pour qu'ils fassent ce qu'ils devraient faire de toute façon, il vaut mieux créer par la loi une solidarité interbancaire pour que si l'investissement qui rend les banques capables de travailler sur ce marché bas de gamme doit être fait, qu'elle soit faite par tous les banques en même temps pour qu'aucune ne soit désavantagée vis-à-vis des autres. Et que de cette façon-là, on utilise le pouvoir d'État mieux. Donc, je n'ai rien à dire par rapport à la banque, l'agglomération des différentes banques pour qu'ils prêtent aux PME, mais je pense que le secteur TPE n'est pas assez bien considéré dans les propositions des candidats. C'est mon point de vue. Je ne dirais pas grand-chose de différent. Il y a beaucoup de choses à énoncer autour de cette thématique. C'est pour le moment, de ce que je lis dans les programmes, c'est même assez réduit. De ce que je lis, parce qu'il y a des problématiques globales de financement de l'économie, mais globalement, aujourd'hui, l'arbre qui cache la forêt, c'est d'abord la problématique de déficit des finances publiques, qui est un sujet, mais qui n'est pas le seul. On ne fait pas tourner, on ne boucle pas. Enfin, je suis un ancien du Trésor, excusez-moi, mais il y a même des problématiques de bouclage de financement de l'économie, et c'est pas simplement en réglant les problèmes de déficit budgétaire, même si ça y contribue, qu'on va faire. Deuxièmement, il faut bien comprendre, c'est moins prononcé en Europe qu'aux États-Unis,
on est forcément rentré dans des problématiques de deleveraging, pour utiliser des termes de banquier, c'est-à-dire qu'il va faire dégonfler cette dette qui est devenue publique, qui est même devenue de la dette de banque centrale aujourd'hui. Donc il faudra faire du deleveraging, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des besoins. Donc ça veut dire que les sujets vont se déplacer vers moins de prêts, plus de fonds propres, etc., avec toutes les problématiques qu'on évoquait sur la sortie. Troisièmement, donc là les réponses sont très différentes des deux côtés de l'Atlantique, parce qu'on est sur un continent où il y a de l'épargne, c'est même l'avantage. Bon. Et troisième point, c'est aussi la problématique de la mauvaise monnaie chasse la bonne, sur comment on s'assure d'un minimum d'étanchéité dans les circuits financiers. Moi j'ai juste une remarque très simple. Depuis quand croyez-vous qu'en France, on a mené, je ne vais pas dire un débat public, mais un débat un peu large sur l'industrie financière, sur l'activité financière dans l'économie? Ben, je vais vous le dire, commission d'Autrem 1982. Depuis 1982, nous n'avons plus de débat dans ce pays un peu large sur c'est quoi la banque, l'assurance, à quoi ça sert, comment ça s'insère dans le circuit économique par rapport au secteur industriel et commercial, par rapport aux ménages, etc. Ce serait peut-être grand temps. Alors, c'est pas qu'il soit rien passé, mais ça est venu à coup de transposition de directives européennes, de ceci, de cela. Il y a des beaux débats, mais enfin, moi je veux bien, mais pas sûr que ce soit le cœur du sujet. Il faudra y venir sur est-ce qu'il faut séparer banque d'investissement de banque commerciale, etc. Mais attendez, c'est regarder ça par le petit bout de la lorgnette. Et je rejoins ce que tu dis, c'est faut-il faire, alors les uns disent une banque de l'industrie, les autres disent une banque de la jeunesse. Réponse à la française, enfin, je sais, j'en suis un pur produit, c'est voilà, on crée des institutions. On crée des institutions. Et aujourd'hui, il y a un problème de maillage fin. D'ailleurs, je parlais de goutte à goutte. Moi, je veux bien, mais ce n'est pas le FSI qui est le Canadair de l'intervention financière qui va pouvoir irriguer la PME. De toute façon, si on envoie le Canadair, il va l'écraser, la plante. Donc, il faut trouver de l'irrigation économe, d'abord, et puis bien appropriée aux besoins de chaque plante. Voilà. Et ça, c'est le métier des banquiers, hein, quoi qu'on en veuille. Donc, vous m'avez cité plusieurs fois, donc je suis un peu obligé de prendre la parole. Je voudrais revenir sur le titre un petit peu de cette table ronde. Le mot éthique. J'ai une question pour M. Hudson. Pour nous, éthique, ça signifie quelque chose qui est de ramener... C'est M. Lecomte, président de la Nef, hein, juste pour oui. que... Le mot éthique, c'est ramener en fait le jugement sur les actions d'une banque à l'individu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une éthique qui s'impose, il n'y a même pas une institution qui peut se déclarer elle-même éthique si elle ne ramène pas les choses à l'individu. Alors c'est pour ça que ma question, vous avez cité, M. Hudson, le mot éthique une fois, et vous l'avez cité en le liant à la notion de transparence et en disant que dans l'expérience du CRA, eh bien, le fait d'obliger à une certaine transparence a rendu l'action de ces banques éthique. Hein. Est-ce que j'ai bien compris? Bon, donc en fait, ce que je comprends, hein, c'est que cette transparence, c'est bien le processus par lequel des individus extérieurs aux opérateurs ont la capacité de juger. Hein, je pense que, et simplement, vous avez dit qu'on a quelquefois des débats sur cette question éthique. En tout cas, je veux affirmer que c'est pour moi la seule manière de parler d'éthique. J'ajouterai une bonne nouvelle. C'est le temps qu'on a une bonne nouvelle en provenance des États-Unis de nos jours. J'ai honte de nous. Mais enfin, il y a un produit, une forme de titre que l'on peut acheter aux États-Unis qui s'appelle le Low Income Housing Tax Credit. C'est une petite astuce de défiscalisation créée en pont. Et lorsque je fais un petit PME de rénovation urbaine, je vais créer le logement social privatif. Donc je peux, si je m'engage pendant 20 ans à charger des tarifs pour mon loyer à 60% du marché et occuper les bâtiments à 30 à
des personnes de revenus moyens, je peux obtenir des low-income housing tax credits qui me sont donnés et je les revends au marché. Avec cet argent qui est avancé par les personnes qui donc maintenant auront eux leurs impositions délestées par l'imposition de ces fonds, me permet de financer et du coup je peux construire une maison et je suis ainsi qu'avec mon acheteur de bons responsable pendant un temps d'assurer. Sinon mon acheteur de bons, s'il ne me contrôle pas, perd ce qui est restant de sa défiscalisation. C'est une astuce remarquable qui a généré énormément d'argent, des cabinets de médecins, tas de gens qui pourraient tout d'un coup investir dans le logement social de cette façon-là. La bonne nouvelle, c'est pas ça. La bonne nouvelle, c'est ces bons sont notés. Ils sont notés plus ou moins en valeur selon la qualité civique des quartiers dans lesquels se trouvent les bâtiments et on suit les notations. Voilà, les bonnes nouvelles, c'est que les villes dans lesquelles il y a une vie civique active, dans lesquelles les gens participent dans le processus démocratique, dans lesquelles ils essaient de lancer des affaires, dans lesquelles tout ça, le note de ces petits tickets est substantiellement meilleur que dans d'autres villes où ça c'est pas le cas. C'est donc une sorte de preuve à l'américaine que la véracité de l'activité civique crée une valeur reconnue même par les marchés et évidemment monnayable par les banques qui servent prêter dans ces quartiers-là. Oui, Amandine Alvisati de la Nef. Je voulais juste apporter un complément déjà sur la Nef. Donc, on est une coopérative de 30 000 sociétaires qui gère de l'épargne, donc qui n'est pas une banque de plein exercice, qui est une société financière, mais qui gère de l'épargne et qui publie la totalité de ses financements et qui permet aux épargnants d'orienter leur épargne, de dire moi je voudrais que ça aille vers les filières biologiques ou que ça aille vers l'insertion sociale. Donc, il est déjà possible d'avoir une forte transparence sur son épargne aujourd'hui. Mais je voulais juste donner des éléments aussi de contexte européen, parce qu'on n'en a pas parlé, alors que le sujet banque éthique résonne beaucoup au niveau européen, puisqu'il existe déjà des banques éthiques en Europe, donc, comme Banca Etica en Italie ou Triodos en Hollande, où il y a réellement une transparence sur l'utilisation de l'argent, une publication de la totalité des financements, une possibilité pour les épargnants de choisir où va leur argent. Et voilà. Donc on ne l'a pas dit, mais ça quand même, il y a aussi en Europe, il y a l'exemple des États-Unis, mais en Europe il existe des choses et nous en tout cas, ça nous inspire beaucoup et on aimerait bien arriver à faire la même chose en France. Jacques Le Reboulet, j'ai deux questions. Bon, la première peut-être plus pour Kent. Quand il a parlé de l'automatisation des banques qui est très nette et les problèmes que ça a posé sur la sélection des risques, et moi je dirais en France, le problème que ça a posé sur les relations avec les clients. Alors, je ne parle pas des clients très très riches auxquels ils ont pu proposer des produits merveilleux qui, de temps en temps, se sont ensuite révélés catastrophiques, mais pour les autres. Et la deuxième question, qui est peut-être plus pour Jean-Louis Bancel, c'est est-ce que... Et alors d'ailleurs, pour cette première question, l'importance que vous avez soulignée, qui est, je crois, très importante pour la France, des statistiques et des statistiques bancaires qui en France normalement sont à la Banque de France mais sont totalement inaccessibles et protégées vigoureusement par le secret bancaire, c'est un problème. Pardon, territorial, oui. Et le deuxième, c'est la question, est-ce que vraiment un client pauvre peut-il être rentable? Et client pauvre, je dirais en France, ça représente 20 à 25% de la clientèle bancaire. Peut-il être rentable autrement que par des facturations d'agio qui le plongent quasiment inévitablement dans le surendettement? Voilà.
je réponds pas, mais pour rebondir sur votre première question et sur votre dernière remarque, effectivement, l'industrialisation des banques qui a été largement accélérée et qui est sans doute pas finie, hein, quand on voit les concentrations qui se poursuivent, finalement a généré l'existence d'un certain nombre de réseaux d'accompagnement dont parlait Jean-Louis Bancel tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les banques, pour pouvoir faire des crédits de l'ordre de 20 ou 30 000 euros maximum, ne peuvent passer qu'1 heure ou 1 heure et demie maximum d'instruction, nécessairement, il va falloir qu'un tiers puisse faire le vrai travail en amont d'examen du dossier, d'accompagnement de la personne. Et donc, de cette industrialisation, sont nés d'une certaine manière un certain nombre de réseaux d'accompagnement qui, pour les clients les plus fragiles, ceux qui, a priori, dans les systèmes de scoring ne passeront pas, vont remonter la notation en faisant un accompagnement, en assurant le banquier que le projet a été travaillé en amont, etc. Et aujourd'hui, la situation dans laquelle on se trouve, et là en tant que réseau professionnel, nous ça nous crée du boulot, mais ce n'est pas forcément ça la question, c'est qu'effectivement cet accompagnement-là, les banques elles-mêmes ne le payent plus, et donc ce sont les pouvoirs publics en grande partie qui le financent. Donc une des questions qui peut être posée pour rétablir un minimum les choses, c'est de savoir comment est-ce que, en partenariat avec les institutions financières, on peut trouver une diversification du financement de cet accompagnement en contrepartie de l'apport de services qu'on peut faire et de la sécurisation en amont et en aval qu'on peut faire des projets. L'heure avance, donc on ne va pas rentrer dans tous les éléments précis des questions posées, mais premièrement, la deuxième question qui était posée sur est-ce qu'il y a de la place pour les clients pauvres, il y a une demande, point. Et donc, moi, ce que je pense très profondément, nous, on a travaillé au Crédit Coopératif il y a 2 ans avec la chaire Alter d'HEC. On était avec les gens de chez Carrefour, d'ailleurs, sur ce qu'on appelle, dans les gens du marketing, le BOP, Bottom of the Pyramid. Le problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, il y a une part croissante de la population qui ne se retrouve pas dans le rapport qualité-prix du service rendu des banques. Bon. Et là-dessus, on ne peut pas vivre sans banque. Donc, il faudra bien trouver une réponse. Bon. Donc là-dessus, je pense que c'est un sujet crucial. Alors, nous, Crédit Coopératif, je le dis, on est une banque pour les particuliers, affinitaires, etc. Mais on ne prétend pas être une banque généraliste, entre guillemets, pour les particuliers. Et je pense que c'est un défi considérable pour le métier de banquier. Pour reprendre une image que j'aime bien, il y a beaucoup à vivre dans les poubelles des banquiers. Les banquiers sont des gens encore riches qui jettent beaucoup de choses à la poubelle, entre guillemets. Et là, il y a tout de même des tas de choses que l'on pourrait faire, mais il faut repenser le métier de banquier. Bon. Et donc, ça c'est un point. Sur cette question de l'accompagnement, je l'ai dit, c'est crucial. Je vais prendre une autre image. Ça me fait penser à des débats très français. J'adore le Québec et j'y vais fréquemment. Alors, je vais prendre une image qui me voit. Vous allez tout de suite la comprendre. Il y a un débat qui agite la communauté médicale en France. C'est la délégation d'actes médicaux à l'infirmière. La France est un pays de caste. Il y a des nobles et il y a le tiers-état. Il y a en France des actes médicaux qui ne peuvent être faits que par le médecin. Il y a longtemps que déjà, depuis 10 ans, au Canada, sous la supervision du médecin, il peut déléguer certains actes médicaux à des infirmières. Ah ben c'est pareil dans le monde de la banque. Le monde de la banque, c'est la noblesse. Alors, est-ce que c'est de robe ou d'héritage? Je ne sais pas. C'est un métier noble. Et puis attention, hein, les gens de la Banque de France, ils vous regardent de près. Instruire le dossier, peser le dossier, etc. C'est un métier de banquier. Et est-ce qu'on a le droit de déléguer une partie de l'acte de jugement, alors que la décision finale, en tout cas qu'on assume, hein, si on a dit d'accord. Mais c'est un sujet qui n'est pas tranché. Et ça me fait penser au débat sur la délégation d'actes médicaux auprès des infirmières. Alors, on a fait du chemin, grâce à l'ADI, etc. On a fait du chemin. Mais on est encore dans ces vieilles visions de pays de caste ou de rang. C'est-à-dire, attention, il y a des nobles métiers et on ne peut pas mélanger. Bah, il faudra aussi qu'on fasse bouger des lignes sur ce terrain-là. Je voudrais revenir sur
sur la question de la séparation du rendement des banques créé par la facturation ou la pénalisation de services ou de retard de paiement, etc., par rapport au taux d'intérêt chargé. S'il faut faire un compromis sur cette question-là, je serais en faveur d'augmenter les taux payés si ça me permettait de baisser ou rendre impossible pratiquement la situation actuelle, qui est que les institutions financières, en ce qui concerne leurs clients pauvres, se divorcent de l'intérêt du client d'une manière formelle. De par le fait que les revenus sont extraits de cette clientèle, non pas par une participation du risque d'engagement en affaires de son client, mais par d'autres aspects de la relation. Je trouve que cette situation où le banquier quitte du côté de son client et de partage son risque pour aller rejoindre un autre aspect de sa vie est un désastre. Je soumets que ce désastre est au fait à l'origine des subprimes. Il était instrumentalisé d'une autre façon que sur ce qui se passe en France, mais que d'une certaine manière, la même tendance existe ici et est extrêmement dangereux. Je pense que ça se passe comme ça. Je retourne, je ne suis pas gardien de l'immeuble, mais y a-t-il encore une dernière question ou de petites interventions? Une demande devant aussi. C'est une question. Je voulais juste savoir, en fait, Monsieur Blanchard, si vous êtes finalement en faveur d'un CRA à la française ou pas, parce qu'il y a quand même une dimension coercitive assez forte. Ma réponse est oui, mais vraiment à la française. Hein. Parce que si vous transportez le truc américain chez nous, ça ne fera rien. Rien de rien. Il faut des réalités, il faut s'adapter aux réalités françaises. Et donc, vous voyez, quand on vous explique comment ça marche aux États-Unis, moi je peux vous dire, les premières questions, c'est vous dire, attendez, c'est quoi l'avantage fiscal qu'ils ont? Ou s'ils ne respectent pas la loi, qu'est-ce qu'ils se prennent comme coup de bâton derrière les oreilles? Parce qu'en France, la loi, c'est tout de suite vu sous il y a une obligation, il y a une sanction. Je sais pas, nous tout de suite en français, on se dit attends, aux États-Unis où on dit on fait une règle et puis tout le monde la respecte, même s'il y a soit pas d'avantage fiscal, soit pas de sanction. Et il faudra bien tenir compte de cette réalité française. Et donc vous voyez bien que c'est pas simple, parce que je peux dire oui, je pense qu'il faut, je vais pas dire un CRA, il faut faire en sorte que l'épargne des Français qui peut être encore plus mobilisée au service de projets de proximité soit mobilisée. Le problème c'est, est-ce qu'on va y aller par la carotte ou on va y aller par le bâton? Ça, mon Dieu, je ne sais pas vous répondre. Une dernière question devant. Bonjour, je suis Fadia Stéphane, je suis bénévole dans la coopérative Oiko Crédit. Et j'ai une question peut-être plus générale. Est-ce que la taille des banques, ça a un rapport avec l'éthique? Ces banques qui deviennent de plus en plus grandes, de plus en plus puissantes, qui ont beaucoup de pouvoir, peut-être aussi un pouvoir face à l'État, qui ne peut pas faire peut-être tout ce qu'il veut, ce serait quoi le lien avec l'éthique? Alors, je vais vous faire ma réponse en deux temps. Ma première réponse, pour moi c'est un grand débat de principe, c'est refuser l'idée, la mythologie, dans nos démarches coopératives, mutualistes, voilà, dans des démarches démocratiques, que seul small is beautiful. Sinon, on est né pour rester dans une réserve d'Indiens. Si on n'a pas la volonté d'être le tiers-État, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est? Pas grand-chose, qu'est-ce qu'on veut être? Tout, c'est fini foutu. Depuis au début, si vous dites, oh ben voilà, nous on sera un truc machin marginal parce qu'on pense qu'il y a que les petites structures comme le canton suisse où on peut se mettre à 100 sur la place et on fait un débat qui est une vraie démocratie, c'est fini foutu, ça se termine en Galapagos. Oh ben ça, vous en faites pas, on vous fera une cage à Olibrius démocratique, etc. Vous ne ferez pas bouger le monde. Et donc, mon deuxième temps, c'est de dire, il faut vouloir devenir grand, parce que si on pense qu'on fait bien, il n'y a pas de raison que ce soit réservé
en égoïsme à une toute petite communauté de 20 gugus. Et là, on tombe dans un vrai sujet qui est bien évidemment comment on fait fonctionner une vraie démocratie, non pas simplement représentative, mais une démocratie participative, une démocratie coopérative mutualiste, avec la taille. La taille est un véritable enjeu, un véritable problème. Il ne faut pas se le cacher. Mais ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux, etc., on doit pouvoir se réapproprier, chacun d'entre nous, cette capacité à faire converger les intérêts. Voilà, moi, ma démarche, elle est toute simple. C'est sortons. Tout à l'heure, c'était intéressant le début de débat sur la transparence des chiffres, etc. C'était, pour parler comme les économistes, une manière de résoudre le vieux dilemme de la théorie de l'agence. Hein, la boîte noire. La théorie, pour les économistes, c'est la théorie de l'agence. Bon. Et donc, c'est un point important, c'est de donner à chacun d'entre nous la capacité à pouvoir, par sa petite décision, faire bouger son monde, et puis, ce faisant, c'est l'effet papillon, j'allais dire, faire bouger le monde. La vraie difficulté, c'est bien entendu, qu'est-ce qui me garantit que ça va marcher? Et là-dessus, j'ai qu'une réponse, la revendication démocratique. La revendication. Pourquoi croyez-vous que je sois là? Parce que c'est ça qui est clé. Alors, après, c'est une question que j'ai souvent eue avec des collègues, etc. Que faire par rapport à un autre débat qu'on a connu dans certains groupes bancaires, européens, etc. C'est le magnifique texte de la Boétie, la théorie de la servitude volontaire. Pourquoi volontairement, dans des grandes structures coopératives mutualistes, on a accepté, ça s'est pas passé, c'est pas comme les putsch au Mali, il n'y a pas un mec qui est rentré dans une salle de conseil d'administration avec une mitraillette et en disant maintenant c'est la bourse ou la mort. C'est pas ça. Il y a bien eu des débats. Et pourquoi il y a eu ce choix que j'appelle de la servitude volontaire? Alors après, c'est un autre sujet. Une fois que vous êtes, c'est comme l'italienne à Alger, une fois que vous êtes emmené en esclavage dans un horizon lointain qui est la bourse, comment vous en sortez? On peut en sortir. Moi, je connais des banques coopératives, le groupe Desjardins au Québec, ils avaient des outils en bourse, etc. Ils ont tout coupé. C'était long et compliqué, hein, parce que je ne suis pas bon. Donc on peut y arriver. Mais vous voyez, c'est ça ma réponse. C'est de dire, il ne faut pas accepter de se confiner soi-même dans une situation de marginalité. Et ensuite, il faut dire, ben oui, plus je devais devenir gros, plus il va falloir que je traite les effets, qui vont rendre moins fluide, donc la circulation, etc. Donc comment, entre guillemets, je vais trouver des réponses. Et je pense qu'aujourd'hui, ça ne fait pas tout, mais voilà, il faut faire vivre la démocratie, et il faut que les deux parties fassent vivre la démocratie dans une convergence d'intérêts. Ce n'est pas qu'une somme d'individus, c'est parce qu'on a un projet, pour chaque structure, de faire bouger le monde. Ce que fait Eco-Crédit, c'est fantastique. Bon, ce que je souhaite, c'est que ça grandisse encore et que ça mobilise encore plus. Je pense que la très grande taille est une menace à la démocratie toute seule. Et c'est notamment le cas des banques. Prenez le cas de la Suisse ou de l'Angleterre, vous verrez rapidement que les dettes des banques de ces deux pays dépassent par une fois de 10, c'est la Suisse, et une autre fois de 6, le produit national brut de ces deux pays. En cas de faillite, les pays disparaissent. C'est déjà produit en Grèce. Donc, la situation en France est mieux que ça, mais pas tant que ça. La situation aux États-Unis est infiniment mieux parce que les banques, malgré leur taille, sont relativement petites par rapport à la dimension du pays même. Donc ça menace l'autonomie politique, tout simplement. Donc, too big to fail est vraiment une question sérieuse. Je pense, par rapport aux propositions des candidats, que la proposition que fait François Hollande de extraire les activités du marché pur de la protection de l'État est une bonne idée. Je ne vois pas comment il peut le faire en laissant les banques exister dans l'état actuel, mais on verra bien. Je ne comprends pas ça, mais on verra bien. Voilà. La seconde menace relève, et on le voit avec Finance Watch qui a 7 salariés, il y a des milliers de gens qui travaillent autour des banques européennes à Bruxelles. 7 de notre côté. Le fait que le secteur associatif européen et en France ne sait pas travailler ensemble fait que l'énorme gâchis que franchement nous représentons
avec toutes ces ressources, n'est pas orienté vers une action politique claire, m'étonne. Mais ça, c'est pas de ma faute. Hein. C'est une situation, un constat terrible du monde associatif en France, c'est qu'on a la capacité de peser dans les débats politiques face à cette question. Voilà. Ce sont, je pense, des vrais problèmes de société pour l'avenir. Bien, merci. Je pense que c'est l'heure de s'arrêter pour ce soir. Sans doute pas d'arrêter ce débat. On pourrait y passer la nuit. Quelques éléments. Ken vient de citer Finance Watch, qui est une organisation assez récente, mais sans doute à surveiller en termes de mise en place d'un débat démocratique sur la finance en Europe. Donc sans doute un site internet. Et puis sur des propositions concrètes, lire aussi peut-être sur le site du labo de l'ESS. Un certain nombre de propositions de travail avec les banques qui avaient été formulées au moment des états généraux de l'économie solidaire. Voilà, je vous remercie de votre attention et je remercie nos deux intervenants. Je rajoute simplement, donc vous voyez à l'écran les prochains Alter Mardi, donc qui reviennent dès la semaine prochaine. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le site du groupe SOS. Et encore une fois, merci à nos trois intervenants. Et également merci au Crédit Coopératif, partenaire des Alter Mardi, ainsi que l'Atelier et la mairie de Paris. Et à très bientôt pour un prochain Alter Mardi.